Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fringale, j'espère que vous allez bien, on est dans le dur dans cette saison. Ce soir, grosse preview, deuxième monument de l'année, un monument qui ne va pas vous laisser de glace, un monument qui est également la course préférée d'un de nos chroniqueurs, de Raph. Et Raph, tu es avec nous ce soir, tu n'aurais pas pu manquer ça, n'est-ce pas ? Ah, exactement, ma course préférée après l'Estrade Bianquet et Paris-Roubaix. Quoi, tu aurais plusieurs courses préférées, Raph ? Mais les auditeurs ne le savent pas, alors ne le crie pas sur tous les toits, s'il te plaît. D'accord, ok, on coupe. Non, mais on vient affronter les monts pavés ce soir un peu en avance, puis histoire de dire qu'on en est capable. Alors qu'en réalité, je pense qu'on chialerait tous sur nos vélos. Ah bah on ferait 10 km avant qu'il y ait les monts pavés, tranquille au début là. C'est ça, ouais, sur la nationale, toute droite, toute plate. C'est ça. Et avec nous ce soir, également, Raph, c'est sa première course pavée en tant qu'équipier Radio Fringale, c'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Écoutez, ça va super, hein. Après 2 belles semaines déjà de course pavée, on arrive vraiment dans le dur là ce week-end et ça va être un spectacle génial et voilà, ils vont bien m'en chier mais moi je serai sur mon canapé donc je serai bien mieux qu'eux. Tout à fait, on sera tous les trois sur nos canapés, messieurs. Et d'ailleurs, petite question, parce qu'il y a une surprise qui vous attend, chères auditrices, chers auditeurs. Quand on est sur son canapé un dimanche après-midi, que tout va bien, qu'on a les yeux qui se ferment un petit peu là, comme ça, tranquillou, parce qu'on est en train de regarder une Flandrienne et qu'on est dans un temps mort, quoi de mieux qu'une petite mousse pour passer un bon moment, n'est-ce pas ? Une petite mousse, c'est ce qu'il y a de meilleur, bien évidemment avec modération, mais par contre, nous, chez Radio Fringale, on est passionnés de vélo et on aime bien se boire une petite bière de temps en temps devant une course, et on sait que vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, pour la plupart, vous êtes un peu du même avis que nous. Et c'est pourquoi on vous a dégoté une super surprise. Et tout d'abord, 2 personnes qui vont nous accompagner sur ce début de preview. Maxime de Racine Bière, une jeune entreprise normande qui propose des coffrets de bière artisanale pour les amateurs de bons produits locaux. Salut Maxime, comment vas-tu ? Enchanté, Maxime, du coup, je suis fondateur de Racine Bière. Je suis ravi d'être là. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Avec toi, Maxime, il y a Kevin qui est brasseur de la microbrasserie Dérive Chêne. Salut Kevin, comment vas-tu ? Ouais, salut à tous, c'est Kevin. Écoutez, brasseur chez Dérive Chêne depuis 2 ans, une petite brasserie locale que j'ai fondée. Passionné de vélo, voilà. Merci à tous. Alors messieurs... Ça s'entend dans le nom à peine, la Dérive Chêne. Messieurs, si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce qu'on a réservé un magnifique cadeau à nos auditeurs et nos auditrices, grâce à vous, notamment. Alors avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de ce qu'on a à vous faire gagner, chers Radio Fringaleurs et Radio Fringaleuses, est-ce que Maxime, tu peux nous présenter ce que c'est que Racine Bière, peut-être qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, ce que vous proposez, et puis après Kevin, ce sera ton tour, juste nous en dire un petit peu plus sur cette microbrasserie Dérive Chêne. Ok. Du coup, comme je disais, je m'appelle Maxime, je suis fondateur de Racine Bière. Racine Bière, c'est une jeune entreprise en fait, basée en Normandie, qui propose en fait aux amateurs de bons produits locaux un moment de dégustation conviviale en leur proposant en fait des coffrets composés de bières artisanales. Et ces bières artisanales, en fait, le rôle de Racine Bière, c'est d'aller les chercher auprès de brasseries locales en circuit court en Normandie. Voilà, donc ça c'est mon rôle. Et le principe en fait, c'est de proposer des dégustations de bières artisanales, d'amener les gens qui aiment la bière artisanale à la déguster comme un bon vin. Voilà. Ok, stylé. Et du coup, tu as plusieurs choses. On peut te retrouver sur un site. Comment ça fonctionne ? Tout à fait. Aujourd'hui, le projet, il est très récent. Il date du début d'année. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram actuellement. Donc, mon travail à moi, c'est d'aller auprès des brasseurs, de les rencontrer, d'aller sélectionner les bières, d'en apprendre plus sur leur façon de faire. De brasser en fait leur bière artisanale, sur leurs inspirations par exemple, et de dégoter des bons produits, des produits originaux. Aujourd'hui du coup je suis venu avec Kevin de la microbrasserie Dérive Chêne, et chez Kevin il vous parlera de ses bières, mais il y a des bières assez surprenantes. Moi mon rôle c'est de les mettre dans des coffrets et de les proposer aux clients, et aujourd'hui vous pouvez me retrouver sur le Instagram de Racine Bière, Racine Bière au pluriel, et voilà. Ok, stylé. Et donc du coup, vu qu'on parle vélo, tu nous as mis en lien avec un brasseur qui fait de la bière vélo. C'est toi Kevin, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais chez Dérive Chêne ? Ouais, carrément. Alors écoutez, moi
J'ai créé cette brasserie il y a 2 ans, avec pour idée d'associer deux grandes passions, hein, le vélo, qui me suit depuis mon plus jeune âge, et puis la bière. Je suis tombé amoureux du brassage de bière il y a 4 ans. J'ai commencé dans ma cuisine, dans mon appartement parisien, et puis quelques années plus tard, j'ai déménagé dans le Calvados, à Mondeville, à côté de Caen. Et puis, dans une maison en travaux, j'ai décidé de construire mon petit local de production de bière artisanale. Et j'ai tout de suite associé le vélo avec notamment un cargo pour me déplacer chez les clients et livrer mes bières. Donc c'est surtout ça, le lien avec le vélo. Et puis à plus long terme, j'aimerais bien ouvrir un lieu dans lequel les clients pourraient à la fois venir déguster une bonne bière et réparer leur vélo. J'aimerais bien avoir un petit atelier d'auto-réparation, on appelle ça. Donc donner des conseils en réparation à des gars qui le souhaitent. Ça nous fera un petit lieu hybride, un petit lieu de convivialité sympa sur Mondeville, dans le coin là. Donc voilà, au niveau des bières que je produis, moi pour l'instant je suis sur 5 références dans ma gamme permanente, avec des blondes, des ambrées, des IPA, une brune à la framboise, et je suis en train de mettre au point ma 6e ref là, qui sera une petite triple au seigle. Donc voilà, ouais, ça commence à bien marcher. Je suis content, j'arrive à me passionner pour ce boulot-là, et pourvu que ça dure, voilà. Si ça vient de frapper à ta porte, c'est Raphaël qui est là. On va lui ouvrir parce qu'il va prendre froid sinon. Et franchement, non mais la stout framboise, elle a l'air délirante. Hein. Ouais, ça marche bien. Je suis déjà sur le site en fait. Je commande là, j'ai 3 coffrets là, c'est parti. Alors du coup, t'as bien raison, Raph. La stout framboise, elle est exceptionnelle. Moi, c'est l'une de mes préférées. Je travaille avec une quinzaine de brasseries actuellement en Normandie, et c'est vrai qu'elle fait son effet. Et je crois que vous avez une exclue là, parce que quand il vous a annoncé la triple au seigle, il y a personne qui est au courant actuellement. Ouais, c'est l'exclu. Exclu. Et ben merci. Je sais même pas si je l'ai dit à Maxime. Je crois que j'en ai parlé. Tu m'en as parlé la semaine dernière, ouais. Ouais, j'en ai parlé. Ok, voilà. Bah, splendide. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous vous demandez du coup pourquoi ces 2 magnifiques personnes sont là avec nous ce soir, bah, c'est parce que Racine Bière va vous permettre de gagner un coffret de 6 bières brassées du coup par Kevin. Pour ce faire, il y aura un petit concours, tout simple. Il faudra donc s'abonner à notre chaîne YouTube. Si c'est déjà fait, bah vous êtes tranquille. Allez vous abonner à la page Instagram ou à la page Facebook de Racine Bière. Et puis nous lâcher un petit prono en commentaire sur le vainqueur pour vous du round qui aura lieu dimanche. Derrière ça, nous, on fera un tirage au sort pendant la review du round, donc lundi prochain. Et la personne qui aura gagné, bah, on la contactera directement. Le mieux, c'est que derrière, vous puissiez venir nous voir, nous envoyer soit votre Facebook, mail ou autre pour qu'on puisse régler tout ça. Puis on donnera tous les détails à Maxime de Racine Bière pour qu'il vous envoie le coffret. Il verra avec vous au niveau des bières brassées par Kevin, ce que vous préférez, etc. Il fera comme il fait d'habitude. Finalement, il arrange le mieux possible les clients et il vous fera un petit coffret à votre guise. Donc faut surtout pas hésiter, voilà, à jouer. Nous, ça nous fait un gros plaisir. Et c'est pas tout, parce qu'en plus de nous offrir ce coffret, Racine Bière nous permet d'avoir donc 5 codes de réduction de 15% sur les 5 premières commandes directement sur le site. Donc pour le faire, vous faites comme Raph, vous allez sur le site tranquillement, vous êtes en train de... Et Raph, t'as pas le droit de prendre le code 15%, je te le dis tout de suite. Hein, parce ouais, que mais ça, fois déjà. J'y ai déjà pensé, mais non, je me suis dit que on est c'était 5 chroniqueurs chez Radio Fringale, 5 codes, ça va aller vite, y'a pas de souci. Non mais en vrai, voilà, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est un petit concours sympa. Vous allez donc sur le site, vous prenez le pack qui vous intéresse, le petit coffret, et puis vous aurez 15% avec le code Radio Fringale. Tout ce que je viens de dire, ce sera dans la description. Également, on met les liens vers les réseaux sociaux de Derifienne, de la microbrasserie Derifienne, dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à aller suivre tout le monde et à donner de la force. Nous, c'est un projet qui nous intéresse vachement. C'est clair qu'on fait du vélo et c'est rare qu'on mette en avant des gens sur cette chaîne, mais on trouve ça super intéressant. On est ravis d'avoir eu cette opportunité de vous faire gagner un petit coffret. Et puis messieurs, on est ravis de vous avoir en live et de pouvoir discuter un petit peu de vos projets avec vous, quoi. Merci à vous de nous avoir invités, c'est chouette. Alors, ça nous fait plaisir d'offrir ça parce que bah voilà, c'est sympa de faire ce type de projet et puis ça colle bien avec les valeurs de tout le monde.
Merci. C'est Exactement. pas le tout, on va pas vous laisser partir aussi rapidement parce que nous derrière on doit embrayer sur une grosse preview, on va essayer de faire nos pronostics. Alors les auditeurs et les auditrices le savent, les pronostics on peut en parler pendant 1 heure, c'est très rare qu'on est bon, mais vous messieurs, vous qui êtes nouveaux, vous qui n'êtes pas atteints par la maladie, la malédiction radio-fringale, est-ce que vous pouvez nous pronostiquer le vainqueur selon vous du Tour des Flandres de dimanche? Bon, allez, moi je me lance. Je me suis un petit peu renseigné, sauf si tu veux y aller en premier, Max. Non, vas-y. Je cherche moi, mes antisèches en attendant. J'ai bouquiné un petit peu, je me suis renseigné, et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un favori qui sort du lot, et ce serait le Van Der Poel, a priori. Ah, Oh, t'as bien monsieur. compris, c'est bien. Ouais, a priori, il aurait gagné déjà 2 fois le Tour, donc bon, peut-être que. Et puis c'est un nom qui me rappelle quand même pas mal de choses. C'est un nom qui m'est pas inconnu, donc moi je vais prendre lui. Van Ok. Der Poel. Voilà. On peut arrêter l'émission, il a annoncé le vainqueur. Eh bien, bonne soirée à tous et à toutes. N'oubliez pas de suivre sur les réseaux sociaux. Très bon choix, très bon choix. J'espère. De ton côté, Voilà. Maxime. Et du coup, moi, j'ai révisé un petit peu pour essayer de vous impressionner. Je suis complètement novice sur la question. Le Tour de Flandre, du coup, de loin, en écoutant vos analyses à Radio Fringale, je dirais que ça joue un peu entre Van Der Poel et peut-être Van Aert. Ouais. Et je dirais peut-être que après la remontée et puis la sacrée perf qu'il a fait quand même à Milan-San Remo, ça serait quand même Van Der Poel qui serait mon favori, je pense. Voilà. Des bons invités ce soir. C'est à vous de nous dire maintenant, les gars. Non, mais c'est dommage parce que vous aussi, vous avez été atteint par le syndrome, mais c'est pas grave, hein. Comme quoi, en 10 minutes, tout peut être. Non, mais en vrai, vous citez le favori que je pense qui sera le favori numéro 1 des bookmakers pour dimanche, Mathieu Van Der Poel. On va en parler juste après. Du coup, ouais, il y a 3 gros noms qui se dégagent. On ira un peu plus en détail. C'est en effet Van Der Poel, Van Aert et puis Tadej Pogačar, ce grand coureur de course par étapes qui prouve également qu'il peut éclater tout le monde sur tous les terrains, ni plus ni moins. Voilà, c'est son leitmotiv, donc il sera également très dangereux ce dimanche. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre intervention. Nous, on va tranquillement passer vers la suite. Donc, n'oubliez pas, chers auditeurs, chères auditrices, on rappellera à la fin de l'émission également, mais allez suivre Maxime de Racine Bière sur Instagram ou sur Facebook. De toute façon, si vous voulez participer au concours, il faudra le faire. Également, vous pouvez retrouver Kevin de la microbrasserie des Rifchen directement sur les réseaux sociaux. On met tout dans les commentaires de la vidéo et si vous avez la moindre question, vous pouvez nous la poser soit en commentaire, soit par mail, soit sur Instagram. On vous répondra pour vous donner tous les détails. Messieurs, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée à vous tous. Merci encore de l'invite, c'était très chouette. Ciao les gars, merci à vous. Salut, bonne soirée. Salut, bye bye. Et puis on espère vous retrouver bien évidemment très vite. Alors messieurs, parlons peu, parlons bien. Voilà ce qui nous attend pour la suite de l'émission. Petit 1, un petit point sur le parcours fait par Titien. Petit 2, 3 coureurs, 3 étoiles, tout ça, vous connaissez, Van Der Poel, Pogačar, Van Aert, les ultra favoris. On s'est collé sur la présentation de chacun de ces coureurs, on va essayer de vous dire un maximum de choses pour que vous puissiez avoir les outils pour savoir lequel s'imposera ce dimanche. Petit 3 au niveau du point, un outsider. Bon, voilà, ça a été difficile de trouver des outsiders tellement les favoris ont l'air ultra favoris, mais on va quand même vous en présenter 3. Petit 4, une wildcard, un joker, un coureur qui est pas forcément favori pour la gagne, mais qu'on a envie de voir perf, qui devrait perf quand même un petit peu, et puis qui est un peu moins connu. Et pour terminer, bien évidemment, les Français, ceux qui devraient briller ce dimanche sur de ronde 2. Messieurs, vous êtes chauds? Ouais. Plus que ça même. Parfait. Titien, qu'est-ce qui nous attend dimanche sur les routes belges? Et ce qui attend les coureurs, c'est exactement 273,4 km. Voilà une édition légèrement plus longue que celle de l'année dernière et d'ailleurs qui est la plus longue du 21e siècle. Donc il faudra vraiment être endurant pour survivre à cette course. Donc on part de Bruges pour arriver comme d'habitude depuis maintenant plusieurs années à Oudenaarde. Alors on a une première partie de course qui est plutôt plate. Et puis à la mi-course, au bout de 130 km, se dressera le premier mont. Alors qui n'est pas cette année le vieux Quarmont, mais effectivement le vieux Quarmont, ça va être vraiment le début des grandes choses, des enchaînements de monts. Et à partir de cette montée du vieux Quarmont,
Quarmont au 136e kilomètre. Derrière, ça va pas arrêter de monter, de descendre, des monts pavés, des monts pas pavés. Voilà, ça va tournicoter. C'est vraiment une course, en fait, à partir de ce moment-là, on va faire que tourner en cercle, hein, finalement. Donc, il n'y a plus vraiment de ligne droite, ça s'arrête pas, c'est démonter, c'est descendre, c'est vraiment du fractionné. C'est ça le Tour des Flandres. Et donc voilà, on va enchaîner les monts et la course va vraiment se lancer aux alentours de 60 km de l'arrivée avec un enchaînement de 3 monts, le Vieux Quarmont, suivi du Paterberg et de quelques kilomètres plus loin du Koppenberg. C'est là d'habitude vraiment que la course se lance pour de bon. Où les favoris vraiment vont pouvoir se déchaîner. À partir de là, ça va pas débrancher. Ensuite, on va arriver sur le fameux Taillenberg, là où Van Der Poel au Grand Prix E3 a produit une accélération monstrueuse. Et puis ensuite, on va revenir avec le Kreuzberg pour finir sur l'enchaînement final de nouveau, le Vieux Quarmont et le Paterberg, sommet à environ une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, pour ensuite finir tout droit vers Audenard. Donc voilà, un enchaînement de monts qui rend vraiment cette course particulière et difficile. Et qui sacrera forcément un coureur à la fois endurant, à la fois résistant et à la fois également très bon techniquement. Faudra être complet et faudra être costaud, Raph, ce dimanche. Hein. Bah ouais, faudrait être super costaud. Et en fait, c'est super dur de prévoir en fait qui pourra gagner parce qu'en fonction des scénarios qui vont se passer, tu peux avoir l'un ou l'autre ou encore un autre. Dans les 3 qu'on a vu qu'on est 3 à présenter ce soir. Mais ouais, en fait, c'est le scénario de course qui va vraiment tout définir. Et comme on a vu cet après-midi, des Trek Segafredo capables de rouler à 80 bornes ou 90 bornes de l'arrivée et exploser tous ensemble à 50 bornes de l'arrivée, et ben en fait, tu sais jamais à quoi t'attendre. Et c'est ça qui fait la beauté aussi de la course. De ouf, puis vu que ça reste une Flandrienne, bah y a plein de choses, hein. Peut y avoir de la chute, peut y avoir de la crevaison, peut y avoir une erreur de placement, parce que clairement, si t'es mal placé dans un mont et que t'es 40 secondes, parce que les mecs qui sont derrière, ils sont à 40 secondes des mecs qui sont devant, donc il y a un moment, si tu crèves au pied d'un mont, bah ton Tour des Flandres, il est fini, quoi. Ouais, tactiquement, c'est vraiment extrêmement difficile ce genre de course, tactiquement et physiquement, et c'est ça qui est trop beau. Ouais, avec des routes hyper étroites qui permettent pas, comme on disait, les erreurs de placement. Ouais, et puis avec des sales revêtements. Hein. Là, tes coefficient de frottement, t'es pas à 0,1, t'es pas à 0,1, t'es plus à 0,4 là. C'est pour ça que les coureurs finissent. On dit que vraiment, c'est pour moi peut-être la classique la plus difficile en termes physiques. En tout cas, c'est parce que même au-delà de ces monts pavés qui se montent très vite, le Tour des Flandres finalement c'est pas des montées très longues, mais c'est tellement fatigant de se placer inlassablement pendant toute la course, de devoir rester aux avant-postes, de jamais pouvoir autant sur Paris-Roubaix si on aborde 40e un secteur pavé. Voilà, on peut revenir autant sur le Tour des Flandres. Voilà, il faut être placé tout le temps et nerveusement, on arrive à la mi-course déjà, on est déjà entamé par ça, et quand la bagarre se lance, et ben c'est là qu'on voit vraiment les coureurs qui sont vraiment très endurants et très résistants, et c'est très très difficile cette course, et c'est pas étonnant finalement que ça arrive jamais groupé. C'est parce que ça met à profit finalement des qualités physiques de foncier qu'il faut avoir pour tenir. Donc c'est vraiment très très difficile comme course, au-delà du fait qu'il y a des monts pavés qu'il faut monter tout en force et qui font 20% de pente moyenne, bien sûr. Endurant, résistant, puissant, technique, tout ça va nous amener à parler de 3 coureurs, messieurs, qui, même s'ils ont quand même chacun un petit peu leur spécificité, ont tout ça dans leur musette et vont nous permettre de voir cette course en XXL. Raph, est-ce que tu veux commencer par nous présenter un des 3 fantastiques, comme on les a appelés dans la presse tout au long de la semaine suite à l'E3, qui devrait nous faire rêver ce dimanche sur le Tour des Flandres? Bah ouais, puis je vais vous présenter en plus celui qui, je pense, a le plus de chances de gagner, hein. Julien Alaphilippe. Ah, je déconne, c'est bon. Oh, t'es vache. Il est mauvais. Je suis désolé pour Juju, mais cette année, ça risque d'être un peu compliqué pour lui. Il a pas l'air d'être assez en canne. Il est dans le groupe pour la 2e place, hein. Quand ça, aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Ouais. Mais bon, il avait quand même pas les cannes. Il est le dernier du groupe. Hein. Ouais, puis... Il était en train de chercher les bidons, je crois, dans les 3 derniers kilomètres. Et Tige Bennett, quand il a accéléré, c'était quelque chose aujourd'hui. On en reparlera, mais...
Oui, parce que en fait, les courses de cette semaine, enfin de dimanche et d'aujourd'hui, nous donnent aussi plein de choses à voir et plein de grains à moudre pour définir aussi, pas forcément les favoris, mais les outsiders en tout cas. Mais du coup, mon favori, moi, c'est Tadej Pogačar. Ton coureur préféré ? Non, mon coureur préféré, je suis désolé, mais personne ne me l'enlèvera, ça reste Mathieu Van Der Poel. Mais Tadej Pogačar, je le vois aussi très bien gagner, et on le voit, je pense, tous très bien gagner, parce qu'il est impressionnant sur ce début de saison, il est impressionnant de puissance, il est impressionnant de polyvalence. Et puis il est top 3 de la grande répétition du Tour des Flandres qu'est le 3 Saxo Classique. Donc il termine avec les 2 autres monstres qui vont l'accompagner ce soir. Donc pour moi, Tadej Pogačar est autant que les 2 autres un prétendant au titre, parce que il n'est pas lâchable comme ça facilement. L'année dernière, il a aussi fini dans le groupe final. Il finit dernier du groupe, mais il finit dans le groupe. Franchement, comme je le disais tout à l'heure, très difficile de départager les 3 mecs parce qu'en fait, ça dépendra énormément du scénario de course. Si Tadej Pogačar arrive à s'extirper assez loin de l'arrivée, je pense qu'il est capable de rouler tout seul pendant un moment, comme l'a fait Gilbert en 2017 par exemple. Peut-être que c'est l'arrivée au sprint qui pourrait le défavoriser. Et peut-être que sa faiblesse, vous me direz si vous êtes d'accord, mais sa faiblesse, c'est peut-être le placement encore. Même s'il apprend très vite. Ouais, moi, si je devais donner les gros points forts de Pogačar sur cette course, c'est que je pense que clairement, et on l'a vu l'an dernier à 2 doigts de lâcher Mathieu Van Der Poel dans un mont, je pense que c'est clairement aujourd'hui celui qui est le plus capable de répéter cet effort et d'avoir autant de punch dans les montées, dans les monts. Clairement, je pense que même si Van Der Poel est pour moi celui qui a le plus gros punch dans une montée à un instant T, sur une répétition aussi longue, parce que sur le 3, on a vu, et on en reparlera de Van Aert après, que Van Aert était déjà pas très loin de lâcher, et il y a quand même 70 bornes de moins sur le 3 que ce qu'on aura dimanche. Je pense que Pogačar, voilà, c'est le mec qui est le plus capable de répéter un effort soutenu en côte. Je pense celui qui a le plus grosse capacité à faire du fractionné, et c'est pour moi son grand avantage dans cette course dimanche. En revanche, il y a 2 bémols que je lui mets, c'est que son équipe, pour moi, elle n'est pas au niveau de l'équipe des 2 autres zouaves là. Et clairement, si ça arrive au sprint, il faudra être ultra malin. Et malheureusement, dans les arrivées à 3, ou voilà, les arrivées de classiques là qu'on a pu le voir faire avec Van Der Poel, avec Van Der Poel déjà notamment, je l'ai trouvé un peu en dessous. Je l'ai trouvé pas capable de prendre les bonnes décisions. J'ai l'impression que quand il arrive avec des mecs et que c'est le meilleur, donc que ce soit en côte avec des grimpeurs type Enric Mas, ou comme il avait gagné à Liège-Bastogne-Liège où il avait peut-être la meilleure pointe de vitesse de son groupe, il gagne parce que c'est le plus fort. Par contre, quand c'est pas le plus fort au sprint, je sais pas s'il est vraiment assez malin pour aller gagner. Donc pour moi, voilà, grosse force, c'est se fractionner, ce cardio incroyable, cette capacité à pas flancher répétition après répétition, effort après effort. Et par contre, son équipe et surtout sa capacité à aller battre les 2 autres au sprint, pour moi, vont être des boulets qui risquent peut-être de peser un petit peu lourd pour Tadej Pogačar dimanche. Ouais, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pogačar, c'est, à mon avis, celui qui est le plus fort dans les monts. Alors, peut-être pas sur un seul mont, mais sur l'enchaînement des monts, et notamment sur le vieux Quarmont, qui est celui qui lui convient le mieux, parce que c'est celui qui, finalement, s'apparente le plus à son effort de grimpeur en faisant plus de 2 km. Et Pogačar, j'ai envie de dire que ça va être, pour moi, le dynamiteur de ce Tour des Flandres. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus intérêt, finalement, à arriver tout seul. Il n'y a pas arrivé avec les deux autres monstres. Donc forcément, pour moi, Pogačar, sa tactique, ça va être de lancer la course comme il l'a fait l'an dernier. Je pense pas avant, parce que ça fait loin sinon, et qu'effectivement, il est tout seul sans équipe, et par rapport au Jumbo, ça peut faire loin. Mais voilà, je le vois très bien lancer la course dans le triple enchaînement là dont j'ai parlé en intro, du Quarmont, Paterberg, Koppenberg. Il a tout intérêt finalement, contrairement à se débarrasser en fait de tous les autres Jumbo, à part Van Aert à ce moment-là. Parce que sinon, à partir de là, si vraiment il sort du Koppenberg avec encore au moins 3 autres Jumbo avec lui, ça va partir dans tous les sens, et finalement, il sera plutôt à courir derrière les équipiers que à faire la course. Donc pour moi, c'est lui qui doit prendre en main la course. Il doit faire tout exploser. Et je suis sûr qu'il va le faire à ce moment-là. Et effectivement, après, à voir s'il aura vraiment la force pour sortir Van Aert, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il soit capable de le sortir. Van Der Poel,
Van Der Poel, aujourd'hui, personne l'a, on en reparlera après, mais personne l'a sorti sur un mont pavé. Donc, en tout cas, Pogačar, il est en mission. La mission, c'est de tout faire exploser sur le Tour des Flandres et d'arriver tout seul dans la ligne droite finale d'Audenard. Et voilà, en tout cas, pour moi, son rôle, le dynamiteur. Après, bon, il y a eu le 3 entre-temps, mais sur les Strade Bianche, par exemple, c'est des montées qui s'apparentent un petit peu au mont, avec des gros pourcentages et qui sont pas forcément très longs. Van Der Poel, on le rappelle, avait un petit peu perdu les pédales à ce moment-là. Je dis pas forcément que ça va arriver, c'était pas le même moment dans la saison, évidemment. Mais je pense que Pogačar, qui a fait une très bonne édition 2022 en arrivant avec le groupe final, part avec aussi cette expérience de l'année dernière et on sait qu'il est malin et qu'il apprend très vite, et en s'appuyant sur cette expérience, il pourra aussi ne pas rééditer exactement les mêmes attaques et essayer de se caler sur un autre rythme, d'essayer autre chose. En fait, il va pouvoir innover, il va pouvoir essayer de surprendre les autres, je pense. Tout à fait, messieurs. Écoutez, pour ma part, je vais vous présenter Mathieu Van Der Poel. Ça change un petit peu, hein, parce que d'habitude, je vous le laisse. Mais aujourd'hui, je vais vous dire d'abord pourquoi Mathieu Van Der Poel va gagner dimanche, et puis ce qui pourrait être malheureusement des points faibles pour lui. Alors déjà, tout d'abord, Mathieu Van Der Poel, sur les 3 dernières éditions du Round 2, il y a 2 victoires et une 2e place. 2 victoires où il a appris à manœuvrer. C'est un parcours qu'il connaît parfaitement. C'est un effort, clairement, si Tadej Pogačar n'existait pas, où il serait le meilleur du peloton, c'est-à-dire la répétition de monts comme ça, avec un cardio très élevé, du fractionné, etc., etc. C'est un pilote hors pair, il sait se placer à la perfection, donc il y a quand même des chances qu'il soit, pour moi, par rapport à Pogačar, capable de mieux se placer. Je pense également qu'il n'a pas une mauvaise équipe. Alors je viens de voir que pour le moment Quinten Hermans n'est pas annoncé. Je suis un peu déçu au vu de la course qu'il a fait aujourd'hui. Je pense que ça aurait pu être un super collègue, mais il y a du Gianni Vermeersch, il y a du Kragh Andersen, il y a du Gogol, il y a ce qu'il faut pour l'accompagner. Je pense qu'il va être mis dans les meilleures dispositions, l'ami Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'en termes de sprint, après une course comme ça, il l'a déjà montré, c'est peut-être celui qui est le plus capable d'aller s'imposer, de garder le plus de fraîcheur pour exploser très très fort sur une courte distance. Et puis voilà, je pense que ça reste quand même un athlète très complet et malin. Donc pour toutes ces raisons, et puis voilà, juste comme je l'ai dit au début, pour moi c'est le patron de ce Tour des Flandres depuis 3 ans, et j'ai l'impression qu'au vu de son profil, ça pourrait être le patron du Tour des Flandres pour les années à venir. Si je devais mettre quand même des petites, poser des petites questions ou avoir des petites remarques, alors la première, ce serait cette E3 qu'on a vu, mine de rien, où c'était la première fois, il me semble, qu'on les voyait arriver tous les 3 ensemble, Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Et je sais pas si vous vous rappelez, alors oui, l'année dernière, il y a un groupe qui est revenu, mais grosso modo, c'était un sprint à 2 avec Tadej Pogačar, même si ça revenait de derrière, il l'a lancé là où il voulait le lancer, donc voilà. Il perd contre Asgreen parce que voilà, il fait peut-être pas le meilleur sprint, mais généralement il a eu l'habitude d'arriver à 2 sur cette arrivée, Mathieu Van Der Poel. Et là, on l'a vu manœuvrer un sprint à 3 où en fait il a pas été malin pour moi sur toute l'arrivée de l'E3 en règle générale, mais sur le sprint, j'ai trouvé qu'il était retombé un peu dans un mode qui était pas forcément le sien, à peut-être partir trop tôt, enfin voilà. Et je me dis, si ça arrive à 3, finalement, est-ce que c'est celui qui sera le plus capable de gagner ? Parce qu'au vu des marques qui ont été prises entre tous ces athlètes-là, la seule fois où c'est arrivé, c'est pas lui qui est allé lever les bras. Et puis malgré ça... Pour sûr, si ça arrive à 3, il est absolument pas favori. Et c'est le scénario qui l'arrangerait le moins d'arriver avec Van Aert. Je suis pas d'accord, il l'a déjà battu Van Aert dans un sprint à l'arrivée. Hein. Il l'a déjà battu, mais aujourd'hui Van Aert, c'est un des meilleurs puncher sprinters de l'époque, et je pense que Van Aert est quand même meilleur au sprint, surtout sur un sprint long comme celui du Ronde, sur un sprint en légère montée. Je suis pas d'accord. Voilà, c'est une grande ligne droite, quoi. T'as le temps de te voir, t'as le temps de gérer ton sprint, et Van Aert est quand même un peu meilleur là-dessus, je pense. Van Der Poel l'a battu exactement comme ça la dernière fois. Hein. C'était le même sprint, c'était long, c'était tout plat. Ils ont fait un sprint long tous les deux. Ouais, mais je suis pas sûr que Van Der Poel. Moi, je trouve que quand tu vois par exemple comment il gagne au championnat du monde de cyclocross alors qu'ils arrivent tous les deux, je suis pas sûr qu'aujourd'hui sur un sprint, après l'effort qu'on va avoir là ce dimanche, si moi je dois miser sur l'un ou l'autre,
ce type de sprint-là, après ce type d'étape, je mets une pièce sur Van Der Poel, hein, clairement. Non, mais le sprint du cyclocross, il est absolument pas pareil. Le sprint du cyclocross, il fait 100 mètres, il débouche d'un virage, c'était au placement. Enfin, c'est pas la même chose. Bah, mais gros, tu peux. Déjà, il faisait pas 100 mètres, celui de l'arrivée des championnats du monde. C'était beaucoup. Non, des championnats du monde, il faisait un peu plus long. Voilà. Mais c'est pas pareil d'arriver d'un cyclocross et d'arriver sur ce type de sprint-là, il l'a déjà fait. Et moi, je pense vraiment que Van Der Poel, après 270 bornes aussi exigeantes que celle du Tour des Flandres, et bah, c'est le meilleur sprinter possible. Et vraiment, hein. Et je pense que Van Aert, il a déjà montré que quand il en a fait beaucoup avant, il est émoussé et que c'est pas le Van Aert qui est capable d'amener autant de puissance qu'il est capable de le faire sur une étape plus courte. Et bah dans ce cas-là, bon courage Titien pour nous vendre Van Aert. Hein. On en reparlera après. Non, mais... ouais, du coup, pour clôturer, je pense que clairement, ce qui pourrait le mettre à la peine, c'est peut-être un peu comme il l'a fait dans l'E3 aussi, vouloir trop coller à Pogačar et pas forcément laisser travailler Van Aert. Après, Van Aert a bien joué dans l'E3, t'en reparleras Titien vu que c'est toi qui le présente, mais et c'est un peu voilà les deux points que je dirais, se méfier si ça arrive au sprint et penser quand même à s'économiser, parce que d'habitude Van Der Poel il est assez intelligent pour le faire et pour faire bosser les autres, et notamment Van Aert quand il faut le faire voilà, pour le fumer plus tard. Donc voilà, j'espère qu'il sera à ce niveau-là, mais pour moi c'est le grand favori de dimanche. Ouais, tout à fait. Et ben, moi, je te suis. En théorie, à la jambe, je pense que c'est le plus fort. Le Tour des Flandres, c'est sa course, c'est la course de Mathieu Van Der Poel. On parlait des 3 dernières éditions, mais on peut remonter même à 2019 où il fait son bon résultat 4e. Et pourtant, la masterclass qui nous a sorti en train de remonter tout le peloton ce jour-là, c'était un truc qui m'a marqué, moi, en tant que suiveur. C'était la première fois que je voyais Mathieu Van Der Poel sur une grande course. C'est un peu là aussi que je suis tombé amoureux de lui, voilà. Mais Van Der Poel, c'est sa course, franchement. C'est un mec qui roule au fractionné, c'est un mec hyper endurant, hyper résistant, quoi de mieux qu'un Tour des Flandres. Il sait parfaitement se placer. Il a ce punch qui fait que pour moi il est inlâchable dans un mont, ou alors en fait s'il est inlâchable c'est parce que c'est le trou noir comme il a pu avoir au championnat du monde 2019, mais je vois pas comment lâcher Mathieu Van Der Poel dans un mont. C'est trop, en fait c'est l'effort parfait pour lui. C'est pas trop pentu, c'est pas trop long, il faut de la puissance sur les pavés. Il y a vraiment tout pour Mathieu Van Der Poel. Pour moi, il est en train de préparer parfaitement son affaire. Il n'y a pas les erreurs du passé où en 2021, pour moi, il était également énorme. Simplement, il avait fait le Zouaf sur Tirreno Adriatico. Ensuite, il y avait encore le Zouaf sur l'E3, sur Gand-Wevelgem, sur à travers la Flandre. Là, Van Der Poel, il a fait l'E3 où il a fait des gros efforts à partir de 80 km de l'arrivée. Là, il part s'entraîner toute la semaine. Il s'est pas tapé le mauvais temps de Gand-Wevelgem, ou à mon avis, qui peut jouer beaucoup sur des organismes, sur une course ensuite, une semaine après, de 270 km. Et puis surtout, il a pas de pression. Hein. Le gars, en 3 éditions, il en a remporté 2. Il a fini 2e d'une autre édition. Ses 2 autres adversaires, ils n'ont pas gagné le Tour des Flandres, donc grosse pression sur eux. Et puis cette année, il a déjà gagné son monument, donc ce serait une grosse déception évidemment de ne pas gagner le Tour des Flandres, mais il a gagné son monument juste avant. Donc il part pour moi avec beaucoup d'atouts, en tout cas pour gagner cette course. Et effectivement, derrière, pour moi, là, moi je vois deux points noirs pour Van Der Poel. Un, c'est que des fois ça peut lâcher sans crier gare. Ça lui arrive pour moi, hein. Van Aert, je suis sûr qu'il sera là, pas sûr qu'il gagnera, mais je suis sûr qu'il sera là, tandis que Van Der Poel, il peut terminer 20e, même si j'en doute. 2020, tu veux parler Les championnats du monde 2019. 2019, pardon. Ouais. Là, c'était le trou noir. Oui. Et non, mais l'autre, c'est parce que Van Der Poel, je pense que à part si Søren Kragh Andersen nous tient sa forme qu'il a depuis le début d'année, mais il a jamais vraiment brillé sur le Tour des Flandres. J'ai peur qu'il soit un petit peu seul. Donc pour moi, Pogačar, par exemple, ça peut être un très bon allié de Van Der Poel s'il lance la course de loin pour éliminer tous les équipiers de Van Aert qui sont une très très grande menace, mais on en parlera après. Mais voilà, si ça peut vraiment être ça, mais sinon pour moi c'est un très très grand favori, si ce n'est le favori à la jambe de ce Tour des Flandres. Tu vois, moi juste sur la question de la pression, je suis assez partagé là-dessus parce que je suis d'accord avec toi, il en a déjà gagné une, machin et tout. Mais quand t'es autant le patron que lui sur une course comme ça, je pense que quand ça va arriver, oui, peut-être il se dira oui, j'en ai déjà gagné 2 et tout, mais t'as quand même aussi le côté putain, c'est chez moi, je peux pas la perdre, quoi. Tu vois. Et un mec comme Pogačar, qui pour le coup, même s'il l'a fait, est un peu en mode moi je la fais parce que ça me fait kiffer, mais c'est pas vraiment mon terrain, enfin tu vois. Je me dis que potentiellement il pourrait l'avoir moins. Sur Van Aert, on est d'accord. Il y aura cette pression de moi j'en ai déjà gagné. Il y a beaucoup plus de pression sur Van Aert. Hein. Mais tu vois, par exemple, sur un Pogačar, je pense que si on devait avoir l'échelle de pression, Van Der Poel a quand même plus de pression que Pogačar sur cette course. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Je sais pas, Raph, si tu veux rajouter un mot sur Van Der Poel. Ah non, bah pour moi, Van Der Poel est aussi l'ultime favori. Mais et non, comme c'est je le disais, Pogacar, t'as dit. Il y a que le scénario qui pourra le perturber. Et voilà, on n'était pas d'accord là-dessus, mais je pense qu'un sprint n'est pas forcément le meilleur moyen. Et puis peut-être qu'un Pogacar qui le fait trop sauter dans sa roue peut peut-être le désavantager aussi. Mais sinon, non, je le vois quand même favori. Ouais. Très bien, il nous reste donc une troisième étoile dont on doit parler, Titien. Et Julien, oui, Julien Julien. Mats Pedersen, Julien. tout à fait. Alors, non, on a choisi Frédéric Frison qui est énorme depuis le début. Non mais il est vraiment Avec des énorme, classiques. Frédéric Frison. Frédéric c'est vrai, Frison, en plus. on en reparle. Non, mais on en grave. reparlera pour Paris-Roubaix, hein, quand il prendra l'échappée Oui, matinale. c'est ça. Et que on ce en sera reparlera. tracteur Attends. jusqu'au bout et tout, de ouf. On non, en mais c'est ça, reparlera. on va surtout parler de la Lotto Destiny pour Paris-Roubaix. Ouais, non, mais non, bah évidemment, on va parler de Wout van Aert parce que Wout van Aert, ça y est, il est monté en puissance depuis la semaine dernière. Il a, bah voilà, c'est le vainqueur du duel, on peut dire à 3 de vendredi dernier sur le 3. Parce que Wout van Aert, il a cédé, Wout van Aert, il a plié, mais Wout van Aert, il a pas rompu, et puis il est revenu, et puis il les a tapés au sprint. Donc non, forcément, en fait, déjà sur une grande course, Van Aert, il est forcément dans les très grands favoris de la course. Et puis il a plusieurs choses à son avantage. Il a le fait que ça y est, il est en confiance. Hein, il les a battus à l'E3. Deuxièmement, sur Grand VV Games, c'était largement le plus fort. Hein. Bon, s'il avait voulu ne pas attendre la porte, il serait parti, il aurait mis 5 minutes à tout le monde. Et puis Wout van Aert, bah, c'est son équipe. Hein. Franchement, dans son équipe, il a que des vainqueurs potentiels. Enfin, en tout cas, des vainqueurs potentiels. Hein. Tish Benoît, Van Barle. Alors, à voir si Van Barle sera bien remis, mais dans quel cas... ce serait un vainqueur potentiel. Il a aussi Christophe Laporte. Bon, bah, on va en reparler plus tard de Christophe Laporte, mais c'est typiquement même le quatrième homme de ce round. Et puis des mecs comme Van Hooijdonk, etc. Enfin, il a une énorme équipe qui, à la fois pour anticiper les coups et lui permettre de faire de la patinette derrière les deux autres monstres, ou alors tout simplement pour l'aider au cas où les deux autres partent. Et voilà. Enfin, en tout cas, Van Aert sera super bien entouré. Tous les voyants sont au vert pour Wout van Aert. En plus, il a l'air d'avoir pris de la maturité mentale. En tout cas, il a super bien géré sa course l'autre jour. Il s'est pas affolé dans les monts. Certes, il était moins fort. Mais voilà, il est bien revenu. Il a bien récupéré. Et puis, il les a tapés au sprint. Il a pris un ascendant. Donc voilà, tout ça fait que Wout van Aert, à mon avis, devrait être au rendez-vous de dimanche et sera, à mon avis, très très fort. En tout cas, il est bien plus fort déjà qu'il y a presque un mois sur Tirreno. Donc il n'y a pas de doute là-dessus sur sa condition physique. Ensuite, alors pour moi, les doutes, ils sont sur sa capacité déjà à pas s'écraser le jour J. C'est quand même rare que Wout van Aert il score sur là où on l'attend finalement. Le Wout van Aert du printemps, c'est jamais le Wout van Aert du Tour de France. Alors, allez savoir pourquoi. Mais voilà, il a une énorme pression parce que voilà, hein, Wout van Aert, ça fait des années qu'il tourne autour. Il peut pas se louper, j'ai envie de dire. Sinon, il y a quand même beaucoup de monde qui va lui tomber dessus. Donc ça, attention à la pression à gérer pour Wout van Aert. Et puis, autant pour moi, il n'y aurait pas un mec comme Pogacar au départ de la course, je me dirais, bah voilà, il a l'équipe pour contrôler jusqu'au bout. Autant je pense que Pogacar, il va foutre le bordel de loin, parce qu'il n'a pas le choix. Et ça peut faire très mal à Wout van Aert. Il y a 60 km de plus que vendredi. Il avait déjà l'air quand même dans le dur. J'ai peur que Wout van Aert, sur la distance, ils subissent un peu la loi de Pogacar et de Van Der Poel. Donc ça à voir. Et puis il n'y a pas 30 km de plat comme il y avait à l'E3 pour se refaire et pour taper tout le monde au sprint. Donc voilà, tout ça fait que Wout van Aert, intrinsèquement pour moi, il est peut-être un cran en dessous physiquement, même s'il est très fort, de Pogacar et de Van Der Poel. Voilà, malgré tout ça, son équipe devrait lui permettre de très bien figurer. Et attention, hein, parce qu'on parle de son équipe, pour moi c'est un gros plus, mais ça peut être également un gros moins. Un Van Barle qui part à 50 km de l'arrivée, potentiellement tu le revois pas. Et puis Van Aert, il y a encore une classique où il est très fort qui lui passe sous le nez. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que Wout van Aert, à la fois ça peut basculer positivement comme négativement. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, vous de Van Aert pour dimanche. Bah c'est vrai qu'on a déjà vu Van Aert voir partir ses coéquipiers devant.
peut-être pour l'aider à la base et puis finalement être les plus forts et puis du coup pas aller les chercher alors qu'en fait il avait peut-être les cannes. Comme tu l'as dit aussi, c'est une de ses forces de pouvoir gagner sans forcément être le meilleur. C'est peut-être ce qui va le faire gagner dimanche. Parce que c'est vrai que, exactement comme sur le 3, quoi. Et puis non, ouais, le truc qui, moi, me fait peur pour lui, c'est les 70 bornes en plus de l'E3. On a vu que sur Milan-San Remo, qui est une course aussi extrêmement longue, il a un peu craqué sur la fin. C'était un peu plus difficile pour lui. Mais non, s'il arrive à suivre, j'aimerais pour lui qu'il arrive à suivre jusqu'au bout. Et que ça se finisse au sprint, je préférerais que Mathieu Van Der Poel gagne, mais j'aimerais pour lui qu'il arrive à suivre, mais en fait je le vois quand même bien craquer dans le dernier vieux Cormont, tu vois. Perso, je trouve que Wout van Aert il monte bien en régime. En effet, le Wout van Aert, tu disais Titien c'était pas le Wout van Aert de Tirreno qu'on a là, mais j'ai l'impression que c'est pas le Wout van Aert qu'on avait également à Milan-San Remo. La semaine dernière, je trouve que c'est une des premières fois qu'on le voit gagner alors que c'est pas le plus fort. D'habitude, si c'est le plus fort, il gagne, et quand il est un peu en deçà, il fait pas les bons choix et tout. Là, il a bien réussi, même on le voyait, il sautait un peu des relais, il sautait pas toujours dans la roue de Pogacar à la fin. Quand Pogacar a essayé de devancer un peu le sprint, enfin, il s'est bien mis en 3ème position pour être bien relou. Enfin, voilà, ce que Van Der Poel, pour moi, lui faisait un petit peu jusqu'à maintenant à chaque fois, en mode, aujourd'hui, c'est pas moi le plus costaud, mais Wout, t'inquiète, tu vas faire le travail pour moi, puis je vais te finir tranquillement dans les derniers kilomètres. Là, c'est Wout qui a réussi à le faire, donc c'est plutôt de bon augure. Pour la question de l'équipe... c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de l'année, de genre ça pourrait lui arriver, on en avait parlé dans la triple couronne aussi, mais au vu de comment ça se passe, je me dis que c'est peut-être pas plus mal, et que finalement, même si un Van Barle part, comme tu le disais Titien, je pense que Pogacar il va vouloir tout faire péter de toute façon, donc en fait il y a un moment où les mecs qui seront devant ils vont être revus. Et je pense que finalement, voilà, j'ai longtemps hésité à me dire est-ce que son équipe ça va pas aussi être un fardeau et tout, et j'ai quand même l'impression que tant pour sa forme, tant pour ce qu'il a fait à la porte en lui donnant la victoire, enfin là clairement il est passé pour senior plus au sein de ses coéquipiers, et je pense que ça te donne aussi là envie de te mettre à la planche, jusqu'au bout pour aller le faire gagner. Et puis voilà, je pense que le scénario de course va quand même faire qu'à un moment les mecs devant, il y aura Pogacar et Van Der Poel dans tous les cas, et il faudra qu'il y ait Van Aert avec eux. Et puis ouais, cet ascendant psychologique, mine de rien, que de se dire la seule fois où ils sont arrivés à 3 jusqu'à maintenant, c'est Van Aert qui a gagné, et je pense que ça peut aider. Et moi je le vois bien physiquement monter en régime. Alors bien sûr les autres n'étaient pas là sur Ganvé Belgem, alors forcément c'est difficile de savoir si Wout van Aert était plus fort que ce qu'il avait été sur le 3, mais j'ai quand même l'impression que il monte bien en régime. Finalement ce qu'il a fait sur Ganvé Belgem, c'est peut-être ce qu'il avait besoin aussi, être un peu à l'avant, borner un peu, tout ça, se tester à fond dans un mont, être celui qui passe à l'attaque, et pas subir des attaques pour voir à combien il pouvait monter, et voir s'il pouvait être le plus costaud. Et moi je le sens bien Wout, et en effet je pense que le seul problème qu'il peut avoir par rapport aux deux autres, c'est cette capacité à répéter les efforts inlassablement, et je pense que voilà, il pourrait craquer dans un mont et pas réussir à revenir, mais si jamais il arrive à s'accrocher comme il l'a fait sur le 3, pour moi il ira chercher le ronde dimanche. Ouais, j'ai jamais vu Wout van Aert hyper performant. Ça me fait un peu peur aussi parce que autant il a remporté le sprint, ça peut le mettre en confiance, mais effectivement sur les grands rendez-vous, je l'ai rarement vu, et au bout d'une course de 270 km, j'ai rarement vu gagner un sprint. En fait, même tu vois au championnat du monde, il finit 4ème, il se fait battre par des mecs comme Laporte, tout ça. Ouais. Milan-San Remo quand même. Ouais. Oui, Milan-San Remo, mais heureusement, il bat Julien Lafilippe, et puis il le bat de peu, si on se souvient de Milan-San Remo quand il gagne, il le bat de même pas une demi-roue sur la ligne. Donc, et pourtant, Van Aert, c'est un mec bien plus rapide au sprint qu'à Lafilippe, donc ce qui montre quand même que il était bien entamé le Wout, et que voilà, c'est les petites réserves que j'ai, mais dans tous les cas, je pense que Wout van Aert il sera dans une position un peu plutôt défensive dimanche, et à voir, parce que effectivement un Dylan Van Barle qui part à 50 km de l'arrivée et Wout qui fait de la patinette, c'est le meilleur scénario derrière. Il a pas à rouler, et ça peut l'avantager. Par contre, si Pogacar il lance les grandes manœuvres et qu'ils sont plus que 3 déjà à 60 km de l'arrivée,
son équipe malheureusement elle lui servira pas à grand chose, parce que je vois pas Wout refuser des relais parce que derrière il y a deux de ses coéquipiers. Je sais pas comment ça passerait, et c'est peut-être pas le genre de coureur à le faire. Donc attention, parce que les courses de préparation c'est pas le Tour des Flandres non plus, hein, et donc voilà. Mais en tout cas il part sur des bonnes bases, et voilà, on peut forcément le considérer parmi les 3 grands favoris. Pour moi, ils sont 3 mêmes niveaux, les 3. Donc, il n'y en a pas vraiment un sur lequel je mettrais bien plus que les autres. Donc, à voir. Très bien, messieurs, pour tourner la page des 3 gros favoris de dimanche, on va maintenant présenter des outsiders. On peut rester dans le même ordre. Raph, si tu veux débuter avec ton outsider du round 2. Ouais, pas de souci. En outsider, j'ai choisi un mec qui est assez régulier en fait sur ce début de saison, et qui a montré des sérieuses garanties de bonne forme. C'est Matej Mohoric. Matej Mohoric qui fait 3e de Kuurne, 6e des Strade Bianche, 8e de Milan-San Remo, 7e de l'E3, qui est la grande répétition du Tour des Flandres. On a un peu moins bon score sur Gand-Wevelgem, mais en fait on le voit depuis le début de la saison, il est là. Souvent il prend un peu la poudre d'escampette, il fait tout péter d'un coup et puis il saute dans toutes les roues, et en fait à la fin il lui manque un petit quelque chose pour terminer, et du coup c'est peut-être ce qui pourrait lui faire défaut, et c'est pour ça que c'est qu'un outsider, mais je pense qu'il est quand même très très fort dans ce début de saison. Et je pense qu'on le verra très certainement aux avant-postes, et je serais prêt à parier sur facile un top 10 quoi. Ouais, moi Puis il est bon grimpeur en plus, hein. Ouais, la seule réserve que j'ai, tu vois, justement cette année sur Mohoric, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bon quand ça grimpe. On l'a vu sur les Strade Bianche où il arrivait bien à revenir dans l'entre-deux quand il faut rouler fort et tout. Pareil sur le 3 où il s'est accroché un moment, mais dès que ça montait, on sentait qu'il était cramé. Je pense que c'est peut-être ce qui va un peu lui manquer, la capacité à suivre, parce que j'ai l'impression que ça monte encore plus vite avec Tadej, et tu vois, Wout, on sent qu'il subit un peu des fois quand Tadej il accélère. J'ai l'impression que Mohoric c'est encore un peu un niveau en dessous, et que du coup il grince un peu des dents, et du coup je pense qu'en effet pour sûr, mais ça reste le leader aussi de sa formation, et c'est un bon point pour lui quoi. Et je pense qu'en effet, c'est un très bon outsider pour dimanche, et peut-être même qu'il pourra passer dans la catégorie supérieure pour le dimanche suivant, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, peut-être que le dimanche suivant sera vachement plus à sa portée, mais somme toute, tu regardes le classement final de l'E3, devant, moi il y a Matteo Jorgensen et Ivan Garcia Cortina que j'attendais pas du tout à ce niveau-là, que je vois devant, mais du coup il est aux portes du top 5 quand même. Mohoric sur le 3 qui est la grande répétition du Tour des Flandres, qui est moins dur certes, mais bon il est là, et du coup que je vois derrière qui pourrait lui passer devant, je dirais Madouas, Kragh Andersen. Mais derrière, je vois personne qui peut aller le battre sur le Tour des Flandres. Donc, je pense que c'est quand même une bonne garantie, Matej Mohoric. Ouais, moi je suis pas hyper persuadé. Enfin bon, déjà il s'est pris quand même un bon uppercut au Grand Prix E3 quand il a vu quel rythme ça montait dans le vieux Quarmont. Il s'est dit bon ok, il a pas pu suivre, donc j'ai du mal à voir un monde où, à part une anticipation et tout. En fait, c'est là que je me dis que la présence de Pogačar sur cette course, quand même, ça rend la tâche difficile aux outsiders, parce que tu sais qu'il va lancer la course de loin et qu'il va faire péter avec ses qualités de grimpeur et tout. Et Mohoric, pareil, moi je le vois parfaitement sur Paris-Roubaix. Alors là, pour moi, c'est une course où dimanche d'après, je le vois très très bien briller. Autant au Tour des Flandres, moi je suis d'accord avec Théo, je pense que sur les monts un peu difficiles, là, il m'a l'air un peu planté quand même. Je sais pas si vraiment les côtes très courtes et très pentues, c'est fait pour lui. C'est quand même un mec qui justement brille sur des longues courses, parce qu'il est très endurant. Matej Mohoric est très résistant. Pour autant, il perd beaucoup de place à chaque fois, j'ai l'impression, dans les côtes, et après, il revient avec sa capacité à tenir et être très fort sur le plat. Mais voilà, je pense qu'il peut très facilement être dans les 10, mais j'ai du mal à le voir plus peser que ça sur la course. En plus, mine de rien, ça devient de plus en plus un grand nom, donc c'est quand même un mec qui va être un peu surveillé. Je vois pas non plus pouvoir partir comme ça, donc je sais pas, mais je le vois parfaitement dans les 10, mais l'année dernière, il m'avait pas fait grande impression sur le round. Non, il finit loin l'année dernière.
j'ai du mal à le voir dans le top 5, mais à lui de me faire mentir. Alors messieurs, moi, je vous avoue que pour les outsiders, j'ai fait un peu une wildcard plus parce que j'avais beaucoup de mal en fait à placer des gens derrière ce trio magique, un peu comme tu l'as dit Titien, parce qu'on a du mal à avoir des outsiders faire, parce qu'on sait que Pogacar va accélérer, ça va être qui peut suivre, et clairement j'en ai un je pense qui peut suivre, mais ou deux, mais ils sont français, du coup ils sont dans la rubrique d'après. Donc les autres outsiders Julien ouais, non, toujours pas. Moi je vais vous parler de Nelson Paoles. Alors c'est assez fou parce que déjà voilà, faut lui rendre hommage. On l'avait déjà fait, je crois que c'est toi Titien qu'on avait parlé sur Milan-San Remo, parce qu'il fait un début de saison de dingue. On l'a vu l'an dernier que Nelson Paoles, alors il est pas trop classique flamande d'habitude, mais là le gars l'année dernière, il y a une petite étape sur le Tour de France là qui passait par Arambert, et le gars en fait sur cette étape là il a fait 4ème et il était dans le groupe pour jouer la gagne. Et donc on s'est rendu compte qu'il passait pas trop mal. Puis aujourd'hui il y avait à travers la Flandre, le mec il y a dit ouais j'y vais, hein, je vais voir à quoi ça ressemble. Bon, Bettiol peut pas partir, non, mais je vais être leader, ça me dérange pas. Puis il fait 3ème, le typos quoi. Il fait 3ème et clairement il est dans le groupe qui va se disputer la victoire, et peut-être que s'il a un peu plus l'habitude et tout du placement et autres, il peut un peu s'économiser et il arrive à suivre Christophe Laporte dans les derniers mètres. Moi ce qui m'a fait halluciner aujourd'hui, c'est le moment où il y a un petit secteur pavé là, peut-être 10 km avant l'arrivée, le mec qui est en tête c'est Nelson Paoles, et il fait tirer la langue à tout le monde quoi. T'as Valentin Madouas qui est en queue de peloton, qui est en train de lâcher 1 ou 2 mètres en mode c'est chaud, et du coup en fait je me dis mais l'année dernière Pogacar il est arrivé, on l'avait jamais trop vu, on n'avait pas trop de garanties sur les pavés, finalement il a prouvé qu'il était clairement capable de le faire, et je pense que Paoles il est aussi clairement capable, alors bien évidemment d'aller jouer la victoire, j'ai un peu des doutes, mais par contre d'aller faire une super place, parce que le mec roule très bien, le mec est véloce, le mec est capable de tenir quand même sur la longueur, et le mec visiblement a l'air de pas trop mal s'en sortir sur les pavés. Donc dans un profil un peu plus grimpeur puncher que vraiment pur flandrien rouleur un peu lourd, je pense que ça peut lui aller, et si ça dynamite assez tôt et tout, et qu'il faut de la jambe pour suivre à la pédale les punchers, enfin le puncher qui est Pogacar dans les monts, je pense que Paoles il a le profil pour pouvoir arriver à suivre des accélérations brutales. Donc voilà pourquoi je vous le présente en tant qu'outsider ce soir. D'accord. Full d'accord. Très beau début de saison. Ouais. Intenable aujourd'hui. Je m'attendais pas vraiment à le voir là. Je m'attendais à le voir dans le groupe de 8 là, qui a été en chasse derrière Laporte pendant longtemps. Mais pas derrière Laporte, derrière l'échappée. Mais par contre, je le voyais pas aller dynamiter comme ça, et je le voyais plutôt bon en grimpette plutôt que sur le plat, et en fait il est bon un peu partout, et c'est peut-être ce qui va faire sa force dimanche. Ouais, je suis d'accord avec vous. Puis je pense qu'en fait, on l'a très peu vu encore sur ce genre de course, mais si vous vous souvenez du championnat du monde 2021, là, le deuxième qu'Alaphilippe gagne en Belgique, ouais. C'était un peu une course comme ça, et il finit, je crois, 4ème ou 5ème, je sais plus, un truc comme ça, 5ème je crois. Donc et c'était la première fois d'ailleurs que c'était un peu l'invité surprise ce jour-là, et depuis il a fait que monter en puissance sur les classiques. Je pense que c'est un peu un 4x4, un mec qui gère partout, et surtout très bon, il a une très bonne endurance, il tient très bien sur des courses très longues. Donc pour moi ce sera un très très gros outsider, encore une fois pas pour la victoire, mais sur peut-être un malentendu pour le podium, et sinon en tout cas pour figurer dans le top 5. Et puis c'est un mec qui sent bien la course, souvent il anticipe bien, il a un bon punch, tout ça, donc non, Nelson Paoles, je vous suis parfaitement à suivre sur la course de dimanche, et en plus c'est un coureur que j'aime beaucoup, donc je vais le suivre avec attention. Alors Titien, qui selon toi pourrait aller ravir la victoire des 3 grands prétendants? Ouais, c'est un gros pari là que je mets, mais bon, comme c'est un grand nom, on en parle, mais j'ai parlé de Tom Pidcock. Bon, il a pas un CV énorme. En fait, il y a deux choses. Déjà, il est pas en forme. En fait, il a été très fort en début de saison. Malheureusement, il a été victime d'une chute, je crois, ou d'une maladie. Trauma crânien, il a chuté, il a une chute, ouais, voilà. Donc ça, on s'en remet pas comme ça. Première chose. Deuxième chose, il a jamais trop brillé sur les Flandriennes. Chaque année, il les fait en fait, et j'ai du mal à comprendre pourquoi en fait il s'entête. Je pense que c'est parce qu'en fait on l'associe beaucoup à
Van Aert et Van Der Poel, parce que en fait pour moi Tom Pidcock c'est un puncher grimpeur il est très fort pour moi sur des côtes plus longues en fait. Il faut plus de punch et un peu moins de puissance. Sur des courses comme le Tour des Flandres, il faut beaucoup de puissance. Après, c'est vrai qu'on disait beaucoup, par exemple, cet hiver en cyclocross, que Tom Pidcock, sur plein de cyclocross, il pourrait pas suivre Van Aert et Van Der Poel parce qu'il fallait beaucoup de puissance, tout ça. Et finalement, il en a peu gagné, mais en tout cas, souvent, il a fini avec les deux autres sur beaucoup de cyclocross où justement, qui convenait pas trop à son gabarit. Et Pidcock, il m'étonne assez souvent, finalement, là où je l'attends pas, il brille. Donc, je me dis que ça peut être une grosse cote. Il a cette chance, je pense, qu'il sera pas trop surveillé parce que même aujourd'hui, il a pas fait grosse impression sur à travers la Flandre. Donc, pourquoi pas, Tom Pidcock. En tout cas, dans un grand jour, je pense qu'il est capable de figurer aux côtés de Van Der Poel, de Van Aert. Il l'a prouvé. Il était impérial sur l'Estrade Bianche, vraiment très très fort, jamais repris par un groupe derrière, qui s'est pas trop entendu, mais il a fait quand même 45 km en solo à l'avant. Donc s'il arrive à retrouver sa condition, pourquoi pas. Et puis il peut très bien aussi partir sur un coup qui anticipe. Lui, les petits monts là qui font 100 mètres à 20%, ça va pas les faire peur. Donc on pouvait pas ne pas citer Tom Pidcock parmi les outsiders sur une course comme le Tour des Flandres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment son état de forme qui me fait peur. Parce que même si en effet il tient bien sur la longueur, je pense que c'est un effort qui peut bien lui convenir. Moi, les Flandriennes, tu vois, l'an dernier il fait 3ème d'à travers la Flandre. Cette année, bon, il prend une 11ème place, mais il doit arriver dans le groupe, donc c'est une place un peu anecdotique. Et puis la course était un peu différente, mais je pense que ça reste quelque chose qui peut lui convenir, sachant que j'ai l'impression que, mine de rien, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des gars qui montent un peu moins en puissance, un peu plus en vélocité, et j'ai l'impression que c'est quand même ce que Pidcock est capable de faire. Et tu vois, il a gagné la Flèche Brabançonne, qui est plus une ardennaise, mais qui a quand même un peu des passages pavés ou autres. Je pense que voilà, l'état de forme va être difficile. Il a l'air quand même d'avoir pris un petit peu cher. Après, là, il revient pas trop mal. Aujourd'hui, il fait une pas mauvaise performance. Je le mets quand même... Enfin, intrinsèquement, avec en plus ce qu'il a fait sur l'Estrade Bianche, j'aurais envie de le mettre tout en haut. Et s'il n'avait pas eu cette chute et tout, je croirais très fort en lui, malgré ses 58 kilos sur les pavés. Mais ouais, je sais pas, je suis vraiment... ça va être la grande inconnue, quoi, Pidcock, sur cette course. Et je crois un peu plus en un de ses collègues dont je vous parlerai juste après. Non, vous avez tout dit sur Pidcock. J'ai rien à rajouter. Alors, il est temps, messieurs, de passer au wildcard. Et Raph, tu peux commencer si tu le souhaites. Donc, wildcard. T'avais l'air tellement enthousiaste, je te laisse y aller. C'est vrai ? Ok, ouais. On reste chez Ineos et moi je vais vous parler de Jonathan Narvaez, un coureur que j'apprécie, qui n'a pas fait un début de saison incroyable, mais j'ai l'impression qu'il monte un petit peu tranquillement en température. Sur Grand Wevelgem, il était pas mal. Sur l'E3, c'était vraiment pas terrible. Aujourd'hui, on l'a vu à l'avant, à travers la Flandre. On l'a vu capable de contrer, machin. L'année dernière, il avait fait une très belle 6ème place sur l'E3 avant de s'écraser sur le Ronde en finissant 52ème. Alors après, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est que des fois, on a des mecs qui perfent pas et après, on apprend qu'ils ont eu un problème... de vélo ou autre, et comme on l'a dit, si on a un problème dans un mont, en fait la course elle est terminée, donc après on finit 52ème alors que potentiellement on avait des jambes de top 10. Je pense qu'il va être intéressant, je le vois bien prendre un coup ou même un contre, un peu comme c'était des Bahreïn qui avaient fait ça l'an dernier, puis qu'on avait vu à l'avant à un moment. Voilà, je pense qu'il a ce qu'il faut pour suivre les premières attaques. Et je le vois bien après prendre un petit groupe de contre et être capable d'aller rafler un top 10, voire même un top 5 si ça veut lui sourire. C'est un profil qui est assez intéressant, petit gabarit aussi, 1m74, 65 kg, mais il brille plutôt bien dans ses courses flandriennes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il monte en puissance et je pense qu'on pourrait le retrouver aux avant-postes ce dimanche. En tout cas, ce serait avec grand plaisir que je le verrai, et je pense qu'il peut bien aider Pidcock, voire même supporter le poids du leadership sur ses épaules.
Bon, le leadership, non, je pense pas. Franchement, il est pas assez fort, hein, à mon sens. Il a pas le niveau qu'il pouvait avoir l'année dernière, par exemple. C'est pas le petit 200 que tu vas glisser dans ta compo comme ça parce que t'es sûr qu'il y a une chance sur 2 qu'il te fasse des points, quoi. Non, je pense qu'il peut aussi vachement vite lâcher le coup s'il sent qu'il est pas assez fort. Et il va travailler pour Pidcock. Et je pense que même s'il prend le bon coup, il sera pas assez fort à mon avis. Et je comprends qu'il ait sa place en wildcard, hein, parce qu'il était là aujourd'hui dans les 10 premiers pendant un long moment. Mais bon, tu vois, ils se font rattraper par le groupe. Ça y est, il finit 32e. Et on n'entend plus parler de lui. Ouais, mais parce qu'il a pas de sprint et que la course était propice à la fin à ce que ce soit des sprinters ou des mecs qui avaient une pointe de vitesse qui passent devant, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il a un meilleur profil. Je pense qu'il a un meilleur profil sur une course un peu moins difficile. Non, moi c'est un coureur que j'aime beaucoup. Je suis très déçu qu'il soit parti chez Ineos parce qu'il a assez peu sa carte. Je l'adorais là dans les premières années où il était chez Quick-Step, je crois. Ouais. Je me suis dit, ouais, avec son beau maillot là de champion national, il m'impressionnait beaucoup dans les courtes bosses. Donc effectivement, ça peut être un bon outsider pour le top 10. Seul bémol, c'est il a jamais trop brillé sur les monuments en fait jusqu'à maintenant. Donc attention, il faut bien une première à tout. Mais oui, à mon avis, ça peut vite devenir la carte maîtresse d'Ineos parce que à côté, ils ont un Ben Turner qui revient de blessure, donc qui va avoir du mal à faire quelque chose. Un Sheffield, je sais pas, il a disparu en cette campagne de Flandrienne. Et puis un Pidcock dont on sait pas vraiment ce qu'il va devenir. Donc c'est plausible en tout cas pour moi. Alors pour la victoire, même le top 5, ça me semble compliqué, mais on va le suivre attentivement. Moi, c'est un coureur que j'aime bien, Narvaez, qui est un beau coureur, un super puncher. Et il a une petite pointe de vitesse quand même. Hein. Il a déjà gagné des sprints semi-massifs sur des semi-classiques italiennes en 2020 et en 2021. Donc c'est voilà, rien de plus que vous finalement. Je le suivrai effectivement et je serais pas surpris s'il venait à finir dans le top 10. Je sais pas qui veut embrayer, messieurs, pour une wildcard suivante. Je pense que c'est une wildcard qu'il y a beaucoup de monde qui a. En tout cas, ceux qui jouent à Cycling Fantasy vont sûrement tous l'avoir dans leur équipe. C'est Seb Van Mark qui fait une très bonne saison classique jusqu'à maintenant, qu'on a vu très très fort dans Gant-Wevelgem, qui finit pas malheureusement aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pris le temps de me renseigner. Mais sur Gant-Wevelgem, qui était aussi très très longue cette année, il finit 3e et très très fort. Derrière Van Aert et Laporte, il règle le groupe au sprint. Et devant des mecs qui ont une pointe de vitesse assez conséquente quand même, genre Mats Pedersen, genre Alexis Renard, genre Olaf Koy. Non, Alexis Renard et Olaf Koy ils sont derrière, pardon, mais genre Pedersen. Et du coup, pour moi, il va jouer placé. Je le vois pas forcément influer sur la course. Je le vois plutôt suivre le bon coup. Comme on a pu voir Alfred Wright le faire l'année dernière avec Tratnik et Dylan Tuns. Je le vois bien prendre le bon coup avec son pote, comment il s'appelle là, Chris Neyland. Neyland, ouais. Voilà. Les deux, ils sont en feu. Ouais. Les deux ensemble, ils peuvent faire un beau truc. Accrocher le top 10 peut-être. Ouais, peut-être bien accrocher le top 10 pour Van Mark au moins. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Mais moi je suis totalement en phase. Hein. Van Mark, il sera, sauf accident, il devrait largement avoir le niveau pour être top 10 dimanche prochain. Hein. Et puis, ouais, il est souvent sous-estimé parce qu'en fait finalement il ressort qu'à ce moment de l'année ou alors souvent en septembre il va gagner une petite course par-ci par-là. Mais Van Mark c'est son mois, hein, le mois de mars début avril et non j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera là. Il est, je trouve, assez sous-coté parce que en plus c'est un mec qui gagne quasi jamais en fait, notamment sur ces grandes courses là, mais il a un palmarès de place d'honneur sur le Ronde ou sur Roubaix qui fait que non pour moi
il a l'expérience de ses courses, il a pas l'air de prendre trop d'âge par rapport à ça. Donc non, je suis totalement en phase avec toi. Et Seb Van Mark, gros outsider, il a pour moi il est pas du tout très cher à Cycling Fantasy et c'est un vrai cadeau parce que pour moi, il mériterait d'être au niveau derrière de la dizaine d'outsiders là qui sont juste en dessous des 3 favoris. Donc Seb Van Mark, faut le jouer parce que c'est une carte sûre. Ouais. Après, il fait quand même 2 podiums sur le Tour des Flandres et c'est sa 12e participation, je crois. Il est chez lui. Commence à être un habitué, quoi. Ouais. Non, mais moi, clairement, j'avais une deuxième wildcard qui était Chris Nyland. Du coup, je le glisse comme ça en rapide. Les deux sont dans ma compo Cycling Fantasy. Les deux, ils sont bien en canne en ce moment. Je pense que Van Mark est quand même meilleur et plus habitué que Nyland. Mais les deux nous font du beau et c'est cool parce que Israël, première tech, on les voit pas beaucoup à l'avant cette année. Donc c'est top. Nyland finit devant Van Mark à l'E3. Hein. Ouais, mais je pense quand même que c'est pas les mêmes courses et tout, et je pense que Van Mark a plus l'expérience, donc voilà, mais les deux, vraiment, je les vois, je les sens bien, quoi, pour ce week-end, puis je te dis, ça me fait plaisir de voir Israël Première Tech un petit peu à l'avant de la course avec des gars de temps en temps, et qui sont en plus pas les gars dont on parle le plus, donc c'est cool de les mettre un peu en avant, quoi. Ils ont qu'à choisir un meilleur sponsor. Hein. Bon, je vais enchaîner. Et ben écoutez, moi je vais parler d'un coureur que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup et qui est un mec qui a l'air d'avoir plein de talent et qui est un peu en train d'exploser aussi cette année. C'est Matteo Jorgensen. De ouf. Alors Matteo Jorgensen, mais qui fait un gros début de saison, hein, puisque si vous vous rappelez, il a gagné le Tour d'Oman. Ensuite sur Paris-Nice, il finit dans le top 10. Il était impressionnant sur la dernière étape là. Jorgensen, je te coupe, mais juste, est-ce que tu te rappelles quand Adri, dans la preview Paris-Nice, dit « Ouais, je comprends pas trop pourquoi ils envoient Jorgensen sur les classiques Kurn-Bruxelles-Kurn et tout. » On était là genre « Ouais, c'est vrai, pourquoi ?» Et en fait, tu le vois sur le 3, t'es là genre « Ah, Jorgensen, vous dites ? Ah oui, d'accord, ok, bon bah, ok, oui, il fait tout lui aussi, très bien, ça marche. » Mais d'ailleurs, gros mea culpa de ma part, parce que je me souviens avoir répondu parce qu'ils ont personne à envoyer. De ouf. Et ils sont bien en train de me faire mentir, Movistar, parce qu'ils réalisent une campagne assez étonnante, mais finalement pas tant que ça avec les coureurs qu'ils ont. Le petit deuxième aujourd'hui, là. On en parle après. Mais la meilleure campagne de classique flandrienne de leur carrière entre Jorgensen, Garcia Cortina et Lascano. Mais Lascano, incroyable. Aramburu qui était pas, mais Lascano, c'est un. Aujourd'hui, mais c'est un tracteur, le gars. Je l'avais découvert sur le Tour de Wallonie l'année dernière où il avait déjà fait un gros numéro, il avait gagné une étape, mais c'est un mec, et je pense que voilà, c'est un super baroudeur et quand il part de loin, lui, derrière. C'était trop court pour lui aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est monstrueuse. Il était là, genre, putain, c'est l'arrivée de la fin. On aurait dit De Klerk. De ouf, il s'arrêtait pas. Ouais, pardon. Non, mais du coup, bah voilà, ils seront tous là. Et alors, celui que moi je fais ressortir un peu du lot, c'est Jorgensen. Parce qu'effectivement, et je pense que ça le montre aussi sur Paris-Nice, il était quasi le deuxième meilleur après Pogacar sur la dernière étape qui a été un enchaînement de difficultés. Et j'ai l'impression que pareil, lui, c'est un peu un 4x4. C'est un mec qui sera jamais hyper bon en haute montagne, par exemple, mais sur des parcours plutôt vallonnés, plutôt durs, en fait, sur des courses dures. Voilà, j'ai l'impression qu'il a l'air de tirer son épingle du jeu. Alors, encore une fois, on prend ça avec des pincettes parce qu'il a jamais... je suis pas sûr qu'il ait déjà fait le Tour des Flandres avant. Mais enfin voilà, en tout cas, s'il était bon à l'E3, je vois pas de raison qu'il le soit pas au Tour des Flandres. C'est un mec qui roule, c'est un mec qui grimpe, c'est un mec qui a un sprint pas trop mauvais sur une fin de course, qui a un bon finish. Donc voilà, il est porté par une dynamique d'équipe qui est exceptionnelle, contrairement au Tour de Catalogne où pour le coup tous les grimpeurs de Movistar qui étaient dans leur jardin, ils étaient un peu tous mauvais. Là, sur les classiques flandriennes, on les entend pas, ils sont tous bons. Donc non, Jorgensen, c'est un mec qui sent bien la course, je le vois bien anticiper également et je pense qu'il a les moyens de faire top 5 sur cette course. En tout cas, grosse hype de ma part autour de lui et je pense que voilà, il va falloir le sécuriser chez Movistar parce qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année, mais s'il nous sort un gros Tour des Flandres, il va chez Ineos, une grosse pépite. Ouais. Il a tellement le profil à aller chez Ineos, tu vois, genre en plus un ricain et tout, ça serait terrible. Mais je te suis de ouf, voilà. Moi aussi. On en avait parlé déjà l'an dernier sur la chaîne, c'est un coureur qu'on aime bien et tout, qui était un peu en couveuse et tout, et là cette année j'ai l'impression que voilà,
De toute façon, chez Movistar cette année, voilà, le patron est parti, c'est un peu chacun fait ce qu'il a envie, j'ai l'impression. Et ils sont libérés. Hein. Ouais, ça leur réussit plutôt bien en fait finalement. Et Jorgensen, il fait un peu de ci, un peu de ça, et puis voilà, le mec il va sur le 3, il fait 4ème quoi. Puis il fait 4ème. Vous le voyez top 5 ? Vous le voyez top 5 ce week-end ou pas ? Je sais pas si je le vois top 5, mais juste il fait 4ème et le mec il éclate des mecs comme Stefan Küng quoi. Stefan Küng qui faisait partie de nos favoris l'an dernier dans la preview Tour des Flandres, qui est un peu moins en forme cette année, mais enfin Moritz, Madouas, Krag Andersen, Ghana, Van Hooijdonk, Pollitt, Pedersen, Bettiol, c'est tout derrière Jorgensen quoi. Donc ouais. Et oui, moi je pense que s'il est autant en canne que ce qu'il a été là et qu'il a pas d'incident, il pourrait être très intéressant et il me semble très costaud dans les seconds couteaux. Alors après voilà, il y a quand même ce côté expérience, placement, connaître la course et tout qui peut-être lui manquera un peu comme à Paoles où on sait que c'est voilà, faut être précis dans ces courses-là. Mais par contre à la pédale, impressionnant Matteo. Hein. Oui, non, mais et puis l'expérience placement pour moi c'est effectivement, mais une fois que la course va être lancée et je suis quasi sûr qu'elle va être lancée de loin, voilà, ça va être tellement débridé que ça jouera moins, donc ça va beaucoup jouer au moment où le coup de pétard va partir, mais voilà, je pense pas que ça joue contre lui et si je dois me mouiller, je l'annonce top 5, allez, petite prise de risque il l'a fait. Dimanche, voilà. Et toi Raph, top 5 ou pas? Parce qu'il y aura plus de place bientôt dans le top 5 là, à l'allure où on va les gars. Bah ouais, mais en fait là j'étais en train de me poser la question, je sais pas, peut-être vous allez m'incendier, mais vas-y, genre je sors Pogacar de ma compo et je mets Jorgensen Paulès parce qu'ils finissent 4-5, tu vois. Non, le fais pas. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça rapporte moins de points. Non, justement 4-5 ça vaut mieux que 3ème en fait. Ah, dans ce cas-là, c'est intéressant. Plutôt que d'avoir 200 qui finissent à dash et qui font pas de points. Tu mises sur un scénario où Pogacar lâcherait pas Van Aert. Ah, mais moi je vise la première place, mon pote. Mais du coup, ce que tu dis, en fait, c'est intéressant parce que moi, par exemple, j'ai fait une compo de troll avec Pogacar, Van Aert et Van Der Poel, et après c'est Madouas et que des 200 quoi. Donc après sur le 3, je fais la compo les 3 champions et je finis je sais plus top 100 c'est sûr. Waouh. Donc combien voilà, mais top je 100? me dis, je sais pas, est-ce que c'est pas le coup de poker aussi à tenter, donc ouais, je verrais bien Jorgensen top 5, ouais. Très bien, avec Paulès. Je veux pas vous... Mais ça fait déjà un petit moment qu'on cause et on a encore une catégorie à voir, et la catégorie des Français. Et on a quand même de très belles chances dans le second rideau, parce que comme je vous le disais, moi par exemple, le Christophe Laporte dont je vais vous parler, si on n'avait pas une catégorie les Français, je vous l'aurais mis dans les outsiders, devant Paoles. Parce que Christophe Laporte, je le sens pas mal. C'est toi, Titien, qui a dit qu'il n'avait pas fait Paris-Nice parce qu'il était malade, du coup, et que sur Milan-San Remo, tu le sentais un peu moins, enfin, qu'il faudrait voir comment il reviendra et tout. Et en effet, sur Milan-San Remo, il n'avait pas apporté les garanties, mais là, il était en forme en tout début de saison. On l'avait vu dans sa 3ème place à Lumloop, 6ème Kurn-Bruxelles-Kurn et tout. Sur le 3, il est un peu en second rideau, mais bon, en même temps, une fois que Van Aert est parti devant, voilà. Van Hooijdonk finit devant lui, mais Grand Belgem, c'est le seul capable de suivre Van Aert, bon, entre guillemets, parce que comme tu l'as dit, si Van Aert n'avait pas voulu l'attendre, il aurait fini tout seul. Van Aert lui laisse la victoire et Christophe Laporte lui rend super bien parce qu'aujourd'hui, avec l'ami Tige Benoît, ils courent parfaitement tous les deux et lui, il met une magnifique attaque. Alors les autres, franchement, toutes les autres équipes qui étaient présentes à l'avant, les gars, faut arrêter parce que Jumbo, ils sont méga forts, mais si en plus vous courez comme des ânes, ils vont les empiler les victoires, y a pas de souci. Mais Christophe Laporte, ouais, je le sens bien. Après, par contre, je le vois pas gagner, et ce pour une raison, c'est que ce que Van Aert lui a fait en le laissant gagner Ganvé Belgem, bon là Laporte il est acquis à Van Aert, enfin je veux dire, s'il doit lui donner absolument tout ce qu'il a, son cuissard, ses lunettes, son casque, ses roues, sa chaîne, c'est tout pour que Van Aert gagne, il le fera quoi. Donc, mais par contre, félicitations pour la victoire aujourd'hui, Christophe, qui pour moi est quand même encore plus prestigieuse que celle de Ganvé Belgem, et surtout je pense qu'il pourrait être capable d'accompagner les trois étoiles le plus longtemps possible. Perso, j'ai jamais vu ça, mais j'aimerais bien voir un dépannage de cuissard. Attends, chez Jumbo, s'il dépanne les cuissards comme il dépanne les vélos sur le tour, ça va être marrant. Dans les pavés. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez du Christophe, vous, messieurs? Pas tous en même temps. Hein. Vas-y. Vas-y. Franchement, moi, impressionnant. Franchement, il m'a impressionné. Il n'y avait rien à faire contre lui là. Cet après-midi, il est très très fort hein, depuis dimanche. Ce
qui me fait douter quand même, c'est que même s'il est fort, j'ai l'impression qu'il y a un tel monde d'écart entre les 3 premiers. Et quand tu dis que Van Aert, finalement, il était moins fort dans les monts que sur une course qui fait même pas 200 km sur le 3, que Pogacar et Van Der Poel, et que par contre il était bien plus fort que Laporte à Gand-Wevelgem dans les monts, ça montre quand même, finalement, faut pas se laisser tromper par des impressions. Ouais, c'est sûr. Certes, Laporte est très fort, mais je pense qu'il est quand même largement en dessous du trio dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est pareil pour moi, s'il gagne Laporte, j'ai du mal à croire que ça puisse être parce que ça a été le plus fort de la course. Ça sera parce que finalement il y a une course tactique ou parce qu'il y a eu des circonstances de course qui ont fait qu'ils finissent dans le top 5. Alors là, franchement, ça m'étonnerait pas du tout. Toutefois, ce que je vois sur Laporte, c'est que voilà, sur la course qui fait vraiment référence avant le Tour des Flandres de répétition, c'est le 3 et c'est là où il a le plus calé. Alors tu vas me dire, il a fait que progresser de course après course, mais voilà Christophe Laporte. Et puis encore une fois, je sais pas vraiment, est-ce que Laporte ça va vraiment être, tu vois, chez Jumbo, je pense que c'est pas lui qui va être là pour anticiper, vu que ça va être peut-être le numéro 2. Et j'ai peur que s'il anticipe pas et que derrière la course se lance et qu'il sache pas suivre, bah voilà, il soit finalement relégué à un 3e échelon de course et qu'il puisse pas en plus rouler parce qu'il a au moins son leader et un autre coéquipier devant. Donc je sais pas, mais il faudrait quand même des grosses circonstances de course pour voir Christophe Laporte gagner ou finir sur le podium. Mais il est très fort. J'ai jamais vu peut-être Christophe Laporte aussi fort. Il a passé 15 paliers là. Donc sur un top 5, tout à fait. Et puis sur des circonstances de course, attention à lui parce que Laporte, ça a l'air d'être un gros finisseur et je sais pas s'il vient y avoir un regroupement à 2 km de l'arrivée, il est capable avec sa puissance sur le plat de partir et de pas être vu et il sera pas forcément surveillé. Donc il peut avoir des scénarios de course favorables à lui. Pour autant, voilà, je pense qu'il est bien moins fort que les 3 fantastiques. Capable de régler un sprint aussi, hein. On l'a vu sur les championnats du monde cette année. Hein. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec Titien, hein, mis à part le scénario particulièrement exceptionnel, on le verra pas à l'avant, ce qui n'est pas rendre hommage à son excellent début de saison. Mais ça reste quand même bon, du coup, du fait de sa place dans l'équipe Jumbo-Visma, pas le meilleur espoir français parce que je pense que par exemple Madouas pourra finir devant, mais ça ne dépendra pas que de leur forme à tous les deux, parce que je pense que Laporte est le Français le plus en forme, en tout cas sur ce début de saison de Flandrienne. Mais tu sais, même en termes de caractéristiques, je pense que par exemple Madouas grimpe mieux qu'un Laporte. Je pense qu'un Laporte, il est plus dangereux sur un Paris-Roubaix que sur un Tour des Flandres. Pour moi. Il est fort partout là en ce moment. Mais... Oui, non, mais c'est clair, mais dans les monts, tu vois, je pense qu'il a il est moins capable de passer les monts qu'un Tige Benoît ou qu'un Van Barle, par exemple. Ça, c'est pas faux, par contre. Il les passe bien, tu vois, mais je veux dire... Il peut s'accrocher, Oui, c'est ça, mais sa force, pour moi, c'est plutôt un mec qui démonte tout sur les pavés, enfin, quand il y a un peu moins de dénivelé. Et on l'avait vu sur l'Amstel l'an dernier, où tout le monde était là, genre, avec les Flandriennes qu'il a fait, il va tout péter sur l'Amstel. Bah non, tu vois, les Ardennaises, faut grimper, tout ça, enfin bref. De toute façon, mais même au-delà de sa place, je pense que... Et du coup, ça va être une bonne introduction pour Madouas. Clairement, Madouas, c'est une meilleure chance française que Laporte. Et qui a Madouas ? Je sais pas, mais... Madouas, il me gêne un peu dans sa façon de courir. Je sais pas, moi, je l'ai trouvé énervant cet après-midi encore, mais bon, je sais pas, il court pas pour gagner, j'ai l'impression. Il a pas cette intelligence de course, il traîne derrière, et puis ensuite dans les groupes, voilà, quand il y a des temps morts, je me suis dit, allez, c'est le moment d'y aller, d'en mettre une, et il en met pas. Je sais pas. L'année dernière, il était très fort. Je sais pas, il me fait pas forcément l'impression cette année. Après, encore une fois, lui, il est très fort, surtout sur les courses très dures, lancées de loin et très longues. Donc voilà, je sais pas si c'est une meilleure. En fait, je pense que c'est une de nos meilleures chances françaises, peut-être la meilleure ou la meilleure égalité. J'arrive pas à dire si c'est une chance que Laporte, parce que finalement, Madouas, il était quand même moins fort et largement que Christophe Laporte aujourd'hui. Donc c'est compliqué de dire ça, mais par rapport au fait que lui, ce sera le leader de son équipe, parce que franchement, je trouve que Stefan Kung, il est vraiment grosse merguez depuis le début. Enfin, en tout cas, il est pas du tout au niveau auquel il était dans les classiques l'année dernière. Voilà, ça reste peut-être la meilleure chance de son équipe, mais il faudra bien se placer, Valentin, et au bout d'un moment, il faudra prendre des risques également. Après, avec un Kung qui le protège et tout, il y a moyen. Enfin, je pense que Kung peut potentiellement être son ange gardien sur le round, quoi.
Ah bah il doit être son ange gardien sur le round. Enfin, il va jouer. Puis, on a souvent vu les années précédentes que le top 10, on va dire, de l'E3 et le top 10 du round se ressemblaient énormément. Madouas, il est dans le top 10 de l'E3 et puis, en fait, c'est sa course. C'est la course qui lui correspond le mieux, peut-être. Et comme on l'a vu aussi fort dans l'Estrade Bianche, qui est certes beaucoup moins longue, mais qui a des montées très raides aussi et très dures, où il était, à mon sens, le plus fort. Il peut aller chercher son top 5 Madouas si il ose attaquer, parce que c'est ça un peu qui me saoule chez lui et qui me saoule aussi chez la Groupama, c'est que des fois t'as l'impression qu'ils osent pas y aller, qu'ils osent pas porter leur burne et t'as envie de lui dire mais putain mais si t'attaques pas de toute façon t'as perdu, donc vas-y. Et c'est peut-être le truc qui moi me fait le plus peur avec eux, mais en tout cas faut qu'il ose Valentin pour cette course et il nous l'a prouvé l'année dernière, il est capable de faire de grandes choses et il peut encore aller chercher un podium à mon avis sur cette course si le scénario le permet. Ouais, en termes de profil, moi je pense que c'est une course qui lui convient mieux par exemple que ce qu'elle convient à Christophe Laporte. Ouais, grave. Parce que quand ça grimpe et tout, je mets quand même Madouas un peu au-dessus. On l'a vu sur le Tour de France aussi, où la répétition, des montées et tout, j'ai l'impression que c'est plus à son avantage. Après, ouais, comme tu disais, Titien, ce qui est chiant, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'en effet, Kung aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait pas joué que pour lui, notamment sur la fin là où il contre pas et tout, et j'ai l'impression qu'il se rend quand même un peu compte que cette année il est moins bon. Autant l'année dernière c'était impensable, quoi, on le voyait bien, limite il roulait sur Madouas. Autant cette année, on se rend compte que je pense qu'il s'est quand même rendu compte que peut-être que Madouas a pris aussi un autre niveau, et puis que les directeurs sportifs ont simplement dit bon bah écoute Stephen t'es bien sympa, mais Valentin il est au top, donc en fait s'il faut courir pour lui on courra pour lui. Et je pense par contre tu vois un Madouas qui est protégé, guidé un peu par Kung, qui pour le coup a un très bon sens du placement je trouve, et il s'en sort toujours plutôt pas trop mal. Putain qu'est-ce que ce serait, je pense que ça pourrait faire un duo de ouf quoi. Ouais. Je sais pas. Alors déjà, moi, Madouas, pour moi, on parlait de top 5. C'est très bien s'il fait 5ème cette année. Moi, je serais déçu, parce que quand tu fais 3ème de l'année d'avant, voilà, Kung, je sais pas, franchement, il était si impressionnant l'année dernière. Je m'étais même dit que même au sprint, il était devenu fort maintenant. Et cette année, franchement, il m'a l'air un peu collé. Donc... Je sais pas quoi en attendre, mais je prie pour ne pas regarder la télé, voir Valentin Madouas dernier du peloton de 150, puis Valentin Madouas dernier du peloton de 50, puis Valentin Madouas dernier du peloton de 25. Enfin voilà, c'est Valentin Madouas, c'est le Luis Menkes des classiques. Menkes, c'est le mec qui tient le gouvernail. Il est toujours là, toujours dans le groupe, mais toujours dernier du groupe. Je sais pas comment il fait, il arrive toujours c'est pareil pour Madouas, mais et même tu vois là dans les monts, c'était pas le moins fort à la fin, mais il est toujours surpris par les accélérations et il revient parce qu'il est très fort, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne avec sa façon de courir. Ouais, c'est vrai, t'as raison, il passe trop mal en fait. On dirait le timide qui veut pas se faire remarquer. C'est étonnant. Je sais pas. Je sais pas, mais ce qui me fait dire que, pour gagner le Tour des Flandres et même pour voilà, parce qu'au bout d'un moment ça doit devenir l'objectif. Il faut être un tueur en fait, et c'est pas pour l'instant le cas de Valentin Madouas. Il m'a beaucoup énervé aussi sur l'Estrade Bianche, où à mon avis il avait largement le niveau physique pour rejoindre. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il assume pas ce statut. J'ai du mal à comprendre, mais bon, ouais, mais en tout cas voilà, Valentin Madouas sur une course dure comme ça, je suis sûr qu'il sera là dans le final, et voilà, j'espère juste que sa force physique ne pâtira pas de ses difficultés à se placer ou de son manque de prise de risque. Très bien, messieurs, il nous reste un dernier coureur. On va essayer de passer un peu rapidement, et puis on est là depuis un moment quand même. Alors du coup, qui est-ce qui nous reste ? Bon, allez, je le passe rapidement, mais parce qu'en plus, à mon avis, c'est peut-être celui qui a le moins de chances de bien figurer. C'est Anthony Turgis. Alors Anthony Turgis, c'est un peu contradictoire, parce que pour moi, c'est un mec c'est les profils parfaits pour lui, les Flandriennes, et ça fait 2 ans qu'il galère un peu là-dessus. L'année dernière, c'est pareil, je l'avais trouvé un peu décevant, contrairement à son année 2021 où il avait été très bon. Et puis là, cette année, c'est pareil, il est très bon sur Milan-San Remo, il arrive dans le groupe juste derrière là, les 4 premiers.
mais depuis le début des Flandriennes, voilà, il est là sans trop être là. Ses résultats, ils sont pas exceptionnels. Dimanche à Gand-Wevelgem, je me suis dit super, il fait un super move en anticipant sur le Kemmel, et en fait finalement il sait pas suivre Van Aert et Laporte quand il le passe. Donc après, on sait jamais, hein, voilà, sur une course comme le Tour des Flandres, pour moi, ça reste quand même une des. Après Laporte et après Madouas, ça reste peut-être la troisième meilleure chance française sur le papier. À voir ce que ça peut donner, Anthony Turgis. S'il va avoir les jambes et la chance aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez malchanceux et qui chute beaucoup sur ses classiques. Donc voilà, il faudra peut-être anticiper pour Anthony Turgis, mais on n'est pas à l'abri qui retrouve des jambes et puis un peu de chance et qui puisse nous faire un top 10. C'est pas quelque chose d'impossible, donc je voulais en parler. Je crois que son dernier gros résultat sur une Flandrienne, ça remonte à 2021. Ouais, dans le top 10 des Tours des Flandres. Ouais, c'est ça, hein, et même avant, il fait, je crois, 2e de Kurn-Bruxelles-Kurn, ou enfin, tu vois, genre, c'est... Mais ouais, il a du mal, et ouais, moi, j'ai du mal à le voir bien figurer. Aujourd'hui, j'étais encore déçu de... Là, par exemple, il a enchaîné les 3 courses, on a un DNF, une 32e place sur Gand-Wevelgem, et 138e aujourd'hui, quoi, donc, pareil, toujours difficile de savoir s'il y a eu un ennui mécanique, ou machin, ou autre, mais c'est quand même loin, quoi, hein. Et puis avant, on a 96e sur Loomloop, 95e sur Kurn-Bruxelles-Kurn, enfin... Voilà, il est bien sur Milan-San Remo, mais sur les Flandriennes, j'ai l'impression que cette année, ça va encore être un petit peu difficile. Ouais, et puis Milan-San Remo, l'année dernière, il fait quand même 2e, donc on en attendait presque mieux que ça, quoi. Ok, très bien. Eh bien, messieurs, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On espère avoir cité le futur vainqueur, encore une fois, avec tous les coureurs dont on a parlé. Voilà. On n'a pas cité ni Tish Benoît ni Dylan Van Baarle dans nos favoris, donc évidemment, ils vont faire un doublé, Ghana, main dans la main. Voilà. Ok, super. Eh bien, merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis pendant cette preview XXL. On vous rappelle que vous pouvez gagner un super coffret offert par Maxime de Racine Bière, avec des bières brassées par Kevin, que vous avez entendu en début d'émission. Et oui, c'était au début de l'émission, on a l'impression que c'était il y a si longtemps, mais en fait c'est bien toujours la même émission. Pour ce faire, vous vous abonnez à la chaîne, hein, comme on vous l'a dit, on aimerait bien avoir 1000 abonnés pour le Giro, donc on vous fait confiance. Vous lâchez votre petit prono en commentaire, vous allez vous abonner à la page Facebook ou Instagram de Racine Bière, et puis derrière vous avez ces codes de 15% si vous voulez commander un petit coffret de binous chez les copains de Racine Bière. Surtout n'hésitez pas, les produits sont de qualité. Voilà, avec modération la bière comme d'habitude, mais c'est toujours agréable, soit pour la récup, soit pour passer un bon moment devant une course. Donc nous, on est à fond derrière tout ça. Dimanche, promis, on vous tape pas les codes. On va essayer en tout cas. On se retrouvera du coup lundi pour le tirage au sort pour le coffret et puis pour la review de cette course magnifique qui nous attend dimanche. Messieurs, avant de se quitter, un prono final pour la victoire de dimanche, s'il vous plaît. Vas-y. Trop dur. Allez, on n'a pas le temps. Ah, c'est vraiment, c'est super dur, Van Der Poel. Toi aussi, Titien, ok, ça va. Eh bah, bonne soirée. Et ben moi, je vais dire petite tentative de contre karma, vous l'aurez compris, je vais dire Van Aert. Ok, mais moi, j'aimerais tellement que ce soit Van Aert, donc je vais dire Van Aert parce que Van Aert, je t'aime beaucoup et je t'ai encore trouvé très très classe sur Gand-Wevelgem, donc voilà, en attendant, pensez à vous abonner, on se retrouve tout bientôt, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous alimenter parce que ça va être long, ça va être dur, il va y avoir du kilocalorie qui va être dépensé sur le canapé dimanche, donc on vous fait confiance, des gros bisous, à la prochaine, ciao ciao. Ciao les fringales.